Ça bouge chez Marvel en 1969. Alors que Jack Kirby quitte Marvel pour aller chez DC, la rédaction s'agrandit autour de Stan Lee en accueillant Jill Kane, Neil Adams, Sal Buscema et Barry Windsor-Smith. Le deuxième âge Marvel a bien commencé avec un engouement sans pareil pour la maison des idées. Les produits Marvel inondent la société à l'image de cette pochette des Pink Floyd qui fait apparaître le Docteur Strange. Ah ouais, tiens. La chanson Marvel Group est en tête de titre de l'album des Mother Earth. Dans des magazines tels que Esquire, on peut y trouver de mini-comics Marvel. C'est de la folie. Martin Goodman, le Big Boss, obtient un contrat de distribution qui ne limite plus du tout le nombre de titres pouvant être publiés, de quoi laisser le champ libre à la créativité de l'équipe de Stan Lee. En janvier, dans Marvel Super Heroes numéro 18, les Gardiens de la Galaxie apparaissent. Version futuriste des 12 Salopards, un film de 1967, ils sont créés par Arnold Drake et Jen Collan. Trois extraterrestres s'associent à un astronaute américain, le Major Vance Astro, pour affronter la confrérie des Badoons, des extraterrestres belliqueux qui contrôlent le système solaire. Cette équipe réapparaîtra dans une série de 10 épisodes en 1976. Purée, et dire que Marvel Universe en a fait ça... L'équipe de Stan Lee poursuit les créations de super-vilains, tel le fantôme dans The Silver Surfer numéro 8, une créature inspirée de la légende du Hollandais volant, un vaisseau fantôme qui ne pouvait regagner son port d'attache. Se moquant de la concurrence, Roy Thomas et Sal Buscema créent le sinistre escadron dans The Avenger numéro 69. Le Docteur Spectrum, Hyperion, le Faucon de la Nuit et Wither sont les gentilles caricatures de la Ligue de Justice d'Amérique de chez DC. Le groupe devient populaire et Roy Thomas décidera de faire un retour de cette équipe sous le nom d'Escadron Suprême en 1971 dans The Avenger numéro 85. Dans The Amazing Spider-Man numéro 78, le rôdeur apparaît pour la première fois. Bien que retouché dans son costume par John Romita, il faut savoir que ce personnage a été créé par John Romita Jr. cette année-là, alors qu'il n'a que 13 ans. Prometteur le petit Junior. Dans The Incredible Hulk numéro 121, le globe apparaît. Ses origines ont probablement inspiré par la suite la création de l'homme-chose chez Marvel ou de la créature du marais chez DC. Dans Daredevil numéro 59, Stan Lee et Jen Collan nous présentent la première torpille, un tueur à gages désireux d'assassiner le Diable Rouge. Enfin, c'est cette année-là que les origines de Galactus nous sont enfin révélées dans The Mighty Thor numéro 162, sous la plume de Stan Lee et de Jack Kirby. Si je ne dis pas de bêtises, cette aventure a été publiée chez Aredi en 1979 dans l'album Thor Fils d'Odin numéro 3. Dans Captain America numéro 110, nous faisons la découverte de Madame Hydra sous la plume de Jim Steranko. Plus tard, cette Madame Hydra deviendra Vipère. Dans ce même numéro, le jeune Rick Jones devient l'assistant du Captain America. Je vous rappelle pour mémoire qu'il avait déjà épaulé Hulk, puis les Vengeurs, dans The Avenger numéro 7 de août 1964. Mais l'aventure tourne court et le Captain America se sépare du petit Rick Jones au bout de 3 épisodes. Ah bon? Est-ce lié au fait que Jim Steranko quitte le titre? Mais on s'en fout, hein. Ce n'est pas grave pour Rick Jones qui trouve un nouvel emploi d'assistant auprès de Captain Marvel dans Captain Marvel numéro 17. Enfin, notons l'apparition dans Captain America numéro 117 du Faucon, le premier super-héros afro-américain. Non, c'est la Panthère Noire. Non, la Panthère Noire a été le premier super-héros noir venant d'Afrique. Faut pas confondre. Ah d'accord. Et justement, puisque nous parlons de la Panthère Noire, parlons de M'Baku, un farouche ennemi de T'Challa qui fait des siennes dans The Avenger numéro 62. M'Baku devient dans cet épisode l'homme singe. Chez les Vengeurs, il y a l'événement avec les noces de Ant-Man et de la Guêpe dans The Avenger numéro 60. Un deuxième Goliath apparaît dans The Avenger numéro 63. C'est en fait Œil de Faucon qui copie sur Hank Pym, devenu Veste Jaune, pour augmenter sa puissance. Il va boire une formule de croissance qui avait été fabriquée par Pym pour le transformer en Giant Man et Goliath. Et du coup, Œil de Faucon devient le deuxième Goliath. Vous suivez? Ouais, c'est clair. Dans The Avenger numéro 66, c'est la première fois que Marvel fait référence à l'adamantium, cet alliage métallique presque indestructible que l'on retrouve dans Serval, pardon je voulais dire Wolverine pour les plus jeunes, ou dans le bouclier de Captain America. Roy Thomas et Barry Windsor-Smith sont les premiers auteurs à le citer. Pour en finir avec les Vengeurs, c'est à l'occasion du numéro 69 qu'apparaît le maître des jeux, ce joueur galactique et ancien de l'univers au pouvoir quasi divin. Vous savez, c'est le prétentieux personnage qui défie à la mort dans le tournoi des champions. Quittons les Vengeurs pour aller vers un autre groupe, les X-Men. Dans The X-Men numéro 54, Arnold Drake et Don Heck introduisent Alex Sommer, le frère cadet de Cyclope. Vous savez, Alex Sommer deviendra Havok. Dans X-Men numéro 60, le vilain Sauron apparaît pour affronter les X-Men. Sauron, c'est une version déguisée du loup-garou. À l'époque, le Comic Code Authority était très regardant sur l'évocation des loups-garous dans les comics grand public. Neil Adams et Roy Thomas vont contourner le règlement en créant un ptérodactyle garou, alias Sauron. Et là, la censure, elle est niquée.
Et c'est sur cette magnifique dernière phrase pleine de classe que je vais rendre l'antenne. Les années 60 se terminent, prolifiques et pleines d'imagination, mais la grande aventure est loin d'être terminée puisque dans les années 70, avec la nouvelle génération d'auteurs qui vont s'inspirer du travail de Stan Lee, eh bien on va voir les limites artistiques de Marvel être repoussées toujours plus loin, et ça nous le verrons dans les prochaines vidéos. À bientôt les geeks!